Eh bien, bonjour à tous, on est ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce premier Handifocus, qui est une série de webinars qu'on met en place au niveau de la filière Handirare, donc filière qui travaille sur les maladies du développement. Et ce premier Handifocus va être sur la thématique de la démarche diagnostique dans les maladies du développement en 2021, avec focus sur le séquençage au débit. Alors ici, notre public est un public très mixte, de ciblés de pédiatres, filières médico-sociales, étudiants en médecine, autres spécialités non médicales. Toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations sur cette grande avancée technologique. Alors aujourd'hui, nous avons pour nous challenger le professeur Frédéric Huet, donc pédiatre dans notre CHU de Dijon, qui va nous poser toutes les questions qu'il souhaite avoir sur ces nouvelles technologies pour que ce soit le plus interactif possible. Et donc, je serai accompagnée de Christelle Thauvin, donc professeure Christelle Thauvin, généticienne clinicienne au CHU de Dijon, et puis le docteur Frédéric Tran-Motem, généticien biologiste au CHU de Dijon également. Et donc, je suis également généticienne clinicienne au CHU de Dijon. Donc, nous allons commencer ce challenge. Alors, pour vous préciser, on est bien content d'être dans ce premier Handifocus juste un petit peu après la vaccination. Nous sommes 3 vaccinés, un qui ne l'est pas, donc un qui va partiellement, et donc qui va garder le masque pour plus de sécurité. Frédéric, je te laisse nous poser toutes les questions que tu souhaites. Bonjour à tous et ravi effectivement de vous retrouver pour cette séquence tout à fait passionnante sur les maladies rares. Alors, les maladies rares, ça a longtemps été une grande énigme pour les médecins, pour les praticiens, mais aussi pour les malades, avec des parcours de soins qui ont parfois été extrêmement complexes. Depuis le début des années 2000, la France a mis en place un plan maladies rares qui a permis d'organiser la démarche diagnostique et de soins autour de ces maladies rares. Et on sait aujourd'hui que cela représente pratiquement un individu sur 20 dans notre communauté française, que environ 7000 maladies sont groupées autour de cette terminologie maladie rare. Et élément qui va beaucoup centrer le débat aujourd'hui, on sait qu'à peu près 80% de ces maladies rares ont une origine génétique. Mais avant de rentrer dans une démarche de génétique, encore faut-il avoir un diagnostic. Et donc l'objet de cette discussion va être de savoir quelle est la progression, quelle est aujourd'hui l'évolution des technologies qui nous permettent d'avancer à la fois sur le diagnostic et ensuite évidemment sur le conseil génétique. Et pour cela, on sait que l'évolution des technologies a beaucoup progressé. Pour une génération comme la mienne, où on était vraiment au tout début, aux prémices de la génétique, on se contentait du karyotype. Et aujourd'hui, il est important de bien connaître les différents outils disponibles. Donc j'aimerais avoir quelques précisions, Frédéric, sur les différents outils qui nous permettent aujourd'hui de mieux connaître et surtout de faire le diagnostic de ces maladies rares. Merci de me poser la question. Alors effectivement, tu l'as rappelé, un outil qui nous permet d'avoir une vision, on va dire, sur la forme des chromosomes, c'est ce que tu as dit, le karyotype. Donc ça, qu'est-ce que ça nous permet de voir? En fait, on est constitué de cellules, et dans ces cellules, on a des noyaux, et dans ces noyaux, on a les chromosomes. L'espèce humaine, 46 chromosomes, 2 fois 23, 46. Et donc, quand on fait cet examen, le karyotype, on va voir la forme, mais également le nombre des chromosomes, et donc des anomalies de chromosomes en plus. Vous avez sûrement entendu parler de la trisomie, de certaines trisomies, des chromosomes en moins, des monosomies, et puis des bouts de chromosomes qui peuvent être à des endroits différents. Ça, c'est un premier examen qu'on fait, qu'on continue à faire, mais qui, je pense, perd un petit peu sa place et qui a été ensuite remplacé par un examen qui nous permet de mieux voir, c'est-à-dire de zoomer un petit peu plus sur ces chromosomes. C'est ce qu'on appelle les puces à ADN, ACPA, CGH, il y a plusieurs terminologies. Et donc ça, cet examen nous permet de voir des morceaux de chromosomes, donc des choses encore plus petites que le chromosome. Et donc ça permet là encore de voir des choses qui sont en plus, c'est ce qu'on va appeler des duplications, c'est dupliqué, c'est en double, voire même en triple dans certains cas, et des choses qui sont en moins, c'est ce qu'on va appeler des délétions, donc quand il vous manque une petite partie d'un chromosome. Donc ça, on est passé du karyotype à la CGH, ACPA, puce à ADN, même examen, mais on ne voit toujours pas la lettre. Et donc pour ça, on a besoin d'un autre type d'examen, qui est ce qu'on appelle le séquençage Sanger dans notre pratique, qui en fait nous permet de voir lettre par lettre les petits changements à l'échelle d'un être humain. Donc une lettre qui est différente,
une lettre également qui peut être en plus, qui peut être en moins. Et donc, en fait, c'est à partir de ce séquençage Sanger, dernier examen dont je suis en train de vous parler, qu'on va appliquer et qu'on va avoir finalement les technologies du séquençage haut débit, le NGS, séquençage HTS, High Throughput, donc haut débit, pardon, excusez-moi, je fais le lien avec l'anglais, et donc qui nous permet de voir en fait finalement ces lettres, mais à haut débit, et donc à l'application finalement d'un génome humain, d'un génome d'une personne unique. Alors, à l'évidence, vous disposez maintenant au laboratoire d'outils de plus en plus pointus. La démarche diagnostique, néanmoins, doit être bien réfléchie. Face à un enfant qui présente une symptomatologie particulière, un syndrome qu'on a peut-être identifié mais peut-être pas, on va donc avoir une démarche qui peut être biochimique, qui peut être fonctionnelle, mais qui peut être génétique également. Et à l'évidence, on dispose de beaucoup plus d'outils qu'auparavant. Et ma question, c'est de savoir comment on va pouvoir savoir quel outil il faut utiliser. Et on a maintenant l'impression que vous allez beaucoup plus rapidement vers l'analyse directe des gènes avec ces nouveaux outils qui, à l'évidence, sont plus disponibles sur le marché. Alors, Laurence, peux-tu nous expliquer comment se fait cette progression? Est-ce qu'il faut faire des bilans métaboliques ou des bilans génétiques d'emblée? Alors, je vais t'engager à regarder du coup l'image qui doit apparaître à l'écran, qui montre quand même une évolution absolument incroyable sur les causes que l'on peut avoir maintenant pour expliquer les situations avec déficience intellectuelle et anomalie de développement. On voit qu'à un moment donné, ça décroche de façon extrêmement exponentielle sur cette image, et on voit qu'on est passé d'un pourcentage qui a été très modeste, au départ juste avec le karyotype, puis un peu après avec la CGH arrêt, et une évolution très très importante, en particulier avec l'arrivée des nouvelles technologies. Donc on comprend bien qu'avec une augmentation très importante, donc en parallèle, la petite image à côté qui montre l'évolution du nombre de gènes, où on a maintenant quasiment 200 nouveaux gènes par an en plus qui sont identifiés, il est maintenant plus pensable de pouvoir, on va dire, faire un bilan diagnostique avec les outils qu'on a maintenant à l'ancienne, avec des idées gène par gène, à part bien évidemment si jamais on a une idée très précise. Donc l'idée maintenant, quand on n'a pas de diagnostic précis d'une maladie du développement avec ou sans déficience intellectuelle, l'idée va être d'aller au séquençage de nouvelle génération très vite, alors qui peut être réalisé par différents biais, mais de plus en plus, on prône le séquençage de l'exome ou du génome. Donc, en première intention, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Et donc, ce qui explique ça, si on regarde de nouveau cette nouvelle image qu'on projette là, qui est dû au fait que réaliser maintenant une analyse d'exome ou de génome est devenu extrêmement réaliste, puisqu'on est parti en 2003, on a mis effectivement 13 ans avec des coûts énormes de l'échelle du milliard de dollars pour séquencer un génome, et puis on a attendu du coup effectivement le moment où ça a pu arriver dans l'arène diagnostique, autour de 2015, avec des délais qui ont été très diminués, et puis ce génome qui a été estimé à 1000 $. Donc maintenant c'est possible, et c'est presque aussi logique de faire comme ça, parce que on se rendait pas compte effectivement des coûts cumulés qu'il pouvait y avoir, et ce qui fait que maintenant ça doit être des examens qui sont demandés assez rapidement. Mais alors, j'imagine que dans votre réflexion, tout dépend des situations, tout dépend des patients, tout dépend des maladies auxquelles on peut faire allusion lorsqu'on veut faire une démarche diagnostique. Et donc, quelle est votre stratégie, quelle est votre hiérarchisation des examens? Dans quel ordre faut-il les réaliser? Alors, en fait, ça va être très dépendant. Alors là, pareil, j'ai préparé une image pour résumer ça. Si jamais, en fait, on va avoir une hypothèse diagnostique ou pas. Ça va vraiment être le point crucial et très différent. Si jamais on a une hypothèse diagnostique très solide, c'est vrai que c'est le but des consultations d'évaluation de diagnostic, et en particulier les consultations de génétique, qui va être de voir si jamais on a un diagnostic évident pour un patient. Et dans ce cas-là, on va faire effectivement une analyse ciblée
qui va être en général plus rapide pour pouvoir conclure. Si jamais par contre on n'a pas d'hypothèse diagnostique, dans ce cas-là, il peut y avoir, c'est là où arrive la possibilité que ça puisse être un nombre très important de gènes. Et donc là, dans ce cas-là, on va être sur des analyses pangénomiques en première intention, qui vont être des analyses d'exome ou de génome, suivant les possibilités. Et reste en discussion la place que peut avoir donc l'analyse en CGH-Array, et éventuellement aussi l'analyse de la recherche de syndrome de l'X fragile en cas de déficience intellectuelle. Alors, dans ce point-là, il va vraiment dépendre, en fait, si jamais on a une conviction qu'il puisse s'agir d'une anomalie chromosomique, par exemple, et dans ce cas-là, qui nous donnera envie de placer l'analyse en CGH-Array, qui est quand même un examen qui est peu coûteux et rapide, en première intention, ou bien si jamais on n'a pas cette conviction, et on peut tout à fait, effectivement, analyser sur les données d'exome et de génome les réarrangements chromosomiques, et pas forcément réaliser cette analyse en CGH-Array en premier. Donc il reste quand même des petites adaptations en fonction des situations, et qui donnent toute la place de la consultation préalable pour voir quelle démarche on fera. D'accord, mais vous nous avez fait le point sur les technologies, en particulier sur toutes ces nouvelles technologies qui viennent jusqu'au gène lui-même. Mais parmi ces analyses du gène, certaines filières vont plus orienter vers des panels de gènes, d'autres directement vers le génome. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ces technologies et lesquels choisir pour la bonne pathologie, pour le bon patient, Christelle ? Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, là, il y a 3 niveaux en fait, de séquençage. Grâce aux technologies de séquençage au débit, vous avez d'abord le panel, comme c'est indiqué à gauche, qui est en fait une analyse ciblée. C'est-à-dire que vous déterminez au préalable les gènes d'intérêt que vous voulez séquencer. Donc c'est une analyse qui est extrêmement fixée dans le temps. Une fois que vous rendez un résultat normal, elle n'évolue plus. Alors, elle a l'avantage d'être moins coûteuse et normalement, elle devrait permettre de faire plus de patients dans un délai de rendu de résultats beaucoup plus rapide. Ce qui en pratique actuellement dans l'organisation française est loin d'être le cas en fonction des indications. Ensuite, vous avez complètement à droite, cette fois-ci, l'analyse complète du génome. Là, vous séquencez complètement l'ADN. Vous allez évidemment commencer par analyser les gènes qui sont connus comme responsables de maladies rares. Et puis, au fil du temps, comme les connaissances avancent, vous pouvez réanalyser ces données. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profitable dans le temps et très évolutif dans le temps. Par contre, c'est beaucoup plus onéreux, quoique les coûts baissent drastiquement actuellement. Et puis entre les deux, vous avez l'analyse d'exome qui, elle, représente 1% de notre génome. Alors, elle a jusqu'à présent été beaucoup plus utilisée parce que beaucoup moins chère que le génome, mais le différentiel entre le génome et l'exome tend vraiment à s'amenuiser. Donc, à terme, on s'attend à ce que finalement l'exome soit beaucoup moins prégnant que maintenant et que ce soit le génome qui prenne toute la place. Le seul, je dirais, désavantage du génome, c'est que ça nécessite des ressources bioinformatiques beaucoup plus importantes que l'exome. Et donc ça nécessite des investissements en fait, en équipement bioinformatique que la France doit mener rapidement dans les années qui viennent. J'ai bien compris la place du panel versus l'exome versus le génome. Le panel, il faut que le gène concerné soit dans le lot. S'il n'y est pas, eh bien, finalement, on n'a pas de diagnostic. Et donc, même au sein de ces nouvelles technologies, on peut passer de l'un à l'autre pour pouvoir progresser dans la démarche diagnostique de l'enfant. Alors, en France, actuellement, il y a un grand chamboulement de notre organisation. Là, depuis 2 ans, il y a ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique qui se met en place. Il y a une 60aine d'indications cliniques qui ont été déterminées, que ce soit pour les maladies rares ou le cancer et l'oncogénétique. Et l'objectif de la mise en place de ce plan, c'est de déterminer est-ce qu'on passe en première intention au génome ou est-ce qu'on garde une phase intermédiaire de panel. Alors, je dirais que tout dépend du panel, et ça va nécessiter d'être analysé de façon plus fine. C'est-à-dire qu'un panel qui coûte peu cher, qui a un taux de diagnostic très élevé et dont le délai de rendu est rapide, pourrait être conservé. Et je mets bien pourrait parce qu'actuellement, je ne crois pas qu'il y en ait un qui respecte cette caractéristique-là. Par contre, si le panel a un taux de diagnostic faible et que son délai de rendu de résultat est de 18 mois à 12 mois, comme ça actuellement pour certains, on peut vraiment se poser la question de la pertinence de le garder et pourquoi ne pas passer en première intention au génome. Clairement, dans les anomalies de développement et la déficience intellectuelle, qui sont les 2 grandes indications et celles dont on parle ce soir pour le public qui est là, clairement la place du génome en première intention, sauf évidemment si vous avez un syndrome typique cliniquement, mais la place du génome en première intention est indiscutable.
Alors nous sommes dans une belle république où chacun est à égalité par rapport à son voisin. Est-ce qu'aujourd'hui, à Brest, à Strasbourg, à Dunkerque ou à Perpignan, on a la même chance d'accéder à un plateau technique qui nous permette d'avoir à disposition ces outils technologiques? Et puis, qui décide de la démarche? Qui décide d'orienter vers le panel ou vers le génome ou de rester au milieu avec l'exome? Comment ça se fait en pratique? Alors, l'objectif à terme, c'est que n'importe quel endroit où vous habitez, que ce soit en métropole ou dans les territoires outre-marins, vous ayez accès au séquençage du génome, quelle que soit la préindication des maladies rares. Alors, c'est quand même un processus qui va nécessiter un peu de temps à mettre en place. Il y a un parcours de soins générique qui a été mis en place, que vous voyez là à l'écran. C'est-à-dire que ça commence par une consultation de prescription. Le dossier est discuté à une réunion multidisciplinaire pour que l'indication soit validée. Et puis ensuite, vous allez vous lancer dans le séquençage. Pour ça, il faut être adressé en consultation à un clinicien qui est habilité à prescrire un séquençage du génome. La plupart du temps, c'est dans un centre de référence maladies rares ou dans un centre de compétences maladies rares. Et l'avantage qu'on a en France, on a été précurseur au niveau européen, c'est qu'on a un mariage territorial extrêmement dense de centres de compétences et de centres de référence. Dans les indications d'anomalies du développement et de déficience intellectuelle, en général, c'est souvent les centres de génétique et les services de neuropédiatrie qui sont les pourvoyeurs de cette prescription. Il n'y a pas de prescription qui se fait en ville actuellement, c'est vraiment dans des centres hospitaliers et principalement dans les CHU. Mais cette prescription, une fois qu'elle est faite, elle est validée par l'équipe qui va réaliser l'examen ? Alors en fait, elle est validée par cette réunion multidisciplinaire qui est composée d'experts dans le domaine qui va retenir l'indication ou pas de cette prescription. D'accord. Alors, il y a une démarche que j'essaye de comprendre. Pour moi, s'il y a une maladie à rechercher, c'est chez le sujet malade. Or, de plus en plus souvent, vous demandez, voire vous exigez que les deux parents soient également prélevés. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Est-ce que les parents ne sont pas malades a priori? Ils sont peut-être porteurs, tu vas nous l'expliquer. Et puis, est-ce que c'est préoccupant ou ennuyeux si l'un des parents n'est pas présent? On sait que souvent, les couples ne sont pas forcément stables. Donc, peux-tu nous préciser les indications où les parents doivent être prélevés? Alors, comme va vous l'expliquer Frédéric tout à l'heure, nous sommes porteurs de milliers de variations génétiques. L'ambition, quand on fait cette analyse, c'est d'identifier là où les variations génétiques qui sont responsables de la maladie. Et donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'analyser, de trier ces variations quand vous avez des parents qui sont aussi en même temps séquencés. Pourquoi ? La majorité des situations, en fait, l'enfant atteint ou l'adulte atteint est porteur d'une variation, ce qu'on dit sporadique, c'est-à-dire accidentelle. Elle n'est pas héritée de ses parents. Donc, le fait de pouvoir comparer son génome au génome de ses parents permet très facilement, ou du moins rapidement, de pouvoir identifier ou isoler les variations qui sont nouvelles chez l'enfant. Ensuite, cet enfant, il peut aussi être porteur de 2 variations du même gène, mais quand c'est comme ça, normalement, chacune des 2 variations doit être héritée d'un des 2 parents. Donc de la même façon, c'est beaucoup plus facile d'isoler les variations de ce qu'on appelle hétérozygote composite, c'est-à-dire dans le même gène, il y a une variation du père et une variation de la mère, quand on a accès d'emblée au génome des parents. Alors évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu, c'est-à-dire que si les parents n'ont pas la possibilité d'être prélevés, ça n'empêche pas d'avoir accès à cette technologie, bien évidemment. Mais ça facilite grandement les choses quand c'est possible. Donc on encourage vivement à ce que les parents soient prélevés. Ça, c'est pour les formes non héritées. Et quand vous avez des formes héritées, c'est aussi plus facile quand vous prélevez des apparentés qui sont aussi atteints, parce que du coup, vous allez regarder les mutations génétiques en commun des différentes personnes atteintes de la famille. D'accord. Alors, ces outils technologiques sont maintenant à disposition, tu l'as bien expliqué, mais Frédéric, mon souci maintenant, est-ce que la biologie habituelle, la biologie qui permet, sur des arguments cliniques ou d'antécédents, nous permettait historiquement de nous orienter vers des diagnostics. Aujourd'hui, la génétique va beaucoup plus vite. Mais quand dois-je prescrire un bilan métabolique ou fonctionnel, ou quand dois-je prescrire ou orienter directement vers la génétique? Est-ce qu'il y a un passage entre les deux? Est-ce qu'il y a des stratégies plus simples que d'autres? Alors, j'aimerais pouvoir répondre à ta question, Frédéric. Malheureusement, moi, je suis au laboratoire. Donc, effectivement, la prescription, ce n'est pas de mon ressort. Alors, je vais rebasculer vers mes collègues cliniciens qui, je pense, sauront mieux répondre que moi. C'était juste un piège pour les biologistes, puisque je suis clinicien avant tout. Laurence, peux-tu nous donner une stratégie? Oui. Alors, du coup, on va retomber un petit peu sur la discussion de tout à l'heure, qui était en fait, finalement, la conviction clinique que l'on va avoir. Si jamais on est sur une situation où on va avoir une probabilité forte
d'avoir une maladie métabolique, d'autant plus si on a vraiment une idée précise de maladie métabolique. Clairement, là, on va avoir envie de prescrire le test métabolique, d'autant plus que c'est en général des résultats qui sont rapides. Donc, on va garder cette place, bien évidemment, avec la question sous-jacente qui va être aussi de se dire qu'on aura besoin de la génétique dans tous les cas. Donc, soit on a une conviction, on se dit que c'est telle pathologie métabolique, on va prescrire le bilan métabolique et potentiellement l'analyse génétique dans la foulée. Si jamais, par contre, on pense que c'est une maladie métabolique, mais on ne sait pas laquelle, par exemple, on se dit que c'est une maladie mitochondriale, c'est extrêmement vaste, il peut y avoir plein de possibilités, ou d'autres pathologies, parce que des fois, on n'est même pas aussi fin que ça. Et bien là, on peut se dire qu'on prescrit le bilan métabolique pour aller vite, pour s'orienter, tout en prescrivant en parallèle une analyse pangénomique qui, de toute façon, sera utile à un moment donné. Donc il faut toujours peser, ça encore une fois, c'est du dossier du cas par cas, toujours peser la conviction diagnostique et toujours parler de ces discussions en amont. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le bilan métabolique qui était prescrit de façon systématique dans la déficience intellectuelle, maintenant, on ne le prescrit plus parce qu'on sait que c'était vraiment extrêmement mince, le nombre de situations où on est tombé sur des maladies métaboliques sans aucun point d'appel. Et donc là, on préférera effectivement avoir la possibilité de trouver une maladie métabolique par le séquençage pangénomique et après revenir dessus pour la confirmation qui est toujours utile à avoir. Et de la même façon, si c'est la génétique qui a orienté vers un diagnostic, ça n'empêche pas de réaliser des examens complémentaires plus conventionnels pour élaborer un phénotypage plus précis, pour valider quelques complications qui auraient pu survenir avant ou après le diagnostic final. Donc finalement, c'est très complémentaire. Il ne faut pas considérer cette stratégie comme étant uniciste métabolique versus génétique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut associer. Tout à fait, oui, complètement. Très bien. Alors, au-delà de cette donnée qui, moi, m'impressionne, parce que cette analyse génétique qui est absolument considérable, qui est faite de façon informatique, il faut néanmoins pouvoir faire le tri de ce qui est réellement pertinent dans ce que vous avez analysé, de ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un nombre de variations entre les individus qui était absolument considérable. Comment est-ce qu'on arrive à faire le tri entre ce qui est considéré comme une variation banale, anecdotique, qui fait qu'on est différent l'un par rapport à l'autre, d'une variation qui réellement va entraîner une maladie? Cette fois, c'est Frédéric qui répond. Effectivement, j'allais dire, cette fois, c'est de mon domaine de compétence. Donc, effectivement, tu l'as très bien dit, il y a énormément de variations entre chaque personne, à peu près une variation toutes les 1000 lettres. Là, vous vous souvenez qu'on avait vu cette image avec les lettres. Il y a une variation toutes les personnes, toutes les 1000 lettres. Donc là, vous nous avez sûrement vu à l'écran, vous avez vu qu'on est déjà tous différents. On a un sexe différent. Puis on a des couleurs d'œil différents, des cheveux de couleurs différentes, etc. Donc il y a des variations qui sont de la normale, de la physiologie, et donc qui fait qu'on est des êtres humains et qui allons bien. Et donc effectivement, il va falloir faire le tri d'un patient qui a lui aussi ses particularités, ses cheveux d'une telle couleur, ses yeux d'une telle couleur, qui fait que c'est un être humain, mais qu'en plus il va avoir un petit changement qui malheureusement le fait basculer dans ce qu'on a vu dans le côté handi, rare. Et donc effectivement, il y a beaucoup de variations à lire, à peu près 20 000 variations, vous l'avez sur l'image, donc c'est 20 000 variations en fait qu'on appelle codantes. Qu'est-ce que ça veut dire codant pour nous au laboratoire? C'est on a 20 000 gènes, Laurence vous a dit, on a beaucoup de gènes, et ces gènes codent des protéines. Et la protéine, c'est de l'information, et l'information, ça peut être par exemple la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Donc effectivement, il faut trouver parmi ces 20 000 variations, celles qui vont être responsables de la différence de cet enfant-là. Donc ça, comment ça se voit? On est dans handi rare. Donc déjà, puce à l'oreille, on est rare. On va prendre des variations qui sont rares. Et ça, il y a un filtre qu'on applique au laboratoire, c'est le filtre 1%. Au-dessus de 1%, on est considéré, au-dessus de ce seuil, comme une variation qui est de ce qu'on appelle polymorphisme, donc c'est quelque chose qui est fréquent, et en dessous, on est rare. Donc quand on applique ce filtre d'une variation rare, vous le voyez sur l'écran, ça baisse drastiquement le nombre de variations que le laboratoire va avoir à lire. Donc ça, malheureusement, 500 variations, c'est toujours trop. Il faut imaginer un fichier Excel, on est passé de 20 000 lignes à 500 lignes. Et 500 lignes, c'est toujours beaucoup trop. Donc il faut que nous encore, on réussisse à filtrer de manière informatique ces variations. Donc sur ces 500 variations,
toutes ne sont pas impliquées dans une pathologie humaine. Laurence vous l'a dit, en fait, le nombre d'implications de gènes impliqués en pathologie humaine augmente, mais il y en a toujours qui ne le sont pas. Donc si on est dans un cadre diagnostique, pour répondre à la question de la famille, on va s'intéresser qu'aux gènes qui sont impliqués en pathologie humaine. Et ensuite, sur ces gènes impliqués en pathologie humaine, vous voyez, il n'y en a plus qu'une centaine. Eh ben, ça reste toujours trop pour nous. Donc nous, on aime travailler sur des petites quantités de données, finalement, pour que ça aille plus vite pour répondre aux cliniciens, ensuite aux parents. Et donc, sur cette centaine de variations impliquées en pathologie humaine, toutes ne concernent pas l'indication du patient. C'est-à-dire, le patient va venir, par exemple, pour une déficience intellectuelle. Et par exemple, ça va être une fille et vous allez trouver une variation sur un gène qui augmente le risque de cancer de la prostate. Donc une fille, ça n'a aucun intérêt de lui rendre ce type de variation-là. A priori, elle n'a pas de prostate. Et donc, on ne va pas s'intéresser à toutes ces variations qui n'intéressent pas la question du patient. Et au final, on se retrouve avec 0, parce que parfois, on ne trouve pas la réponse à environ 5 variations à lire. Et donc, c'est sur ça qu'on va réellement creuser. Ensuite, bien entendu, c'est juste faire le lien, effectivement, comme je le disais, entre variation et clinique du patient. Alors justement, cette variation, moi je suis très impressionné par ce que tu viens de me décrire, parce que finalement, vous êtes devenus des experts de l'analyse de quantités absolument phénoménales, mais est-ce qu'on a encore besoin d'un expert clinicien ? Les biologistes, là, sont en train de prendre le pas sur nos outils de diagnostic, et finalement, sans être au contact direct avec les patients, ils sont capables de faire des diagnostics sans voir le malade. Est-ce que c'est pas dangereux ? Est-ce que quelque part la clinique va disparaître, Laurence ? Alors non, ils ont bien besoin de nous, ces biologistes. Et ils aiment beaucoup interagir avec nous. Et je crois que le succès des analyses avec le séquençage haut débit, c'est vraiment ces liens très importants qui existent, et je dirais qui sont devenus même plus importants avec les biologistes. Alors pourquoi ? Déjà parce que avant, on a parlé tout à l'heure de plusieurs situations, et on a quand même souvent parlé du cas par cas, souvent parlé de la situation où il fallait savoir si on était dans un cadre diagnostique connu ou pas connu. Et ça, c'est quelque chose qui va se passer en amont de cette consultation, où donc, dans nos consultations de génétique clinique, on a toujours eu ce rôle-là, d'essayer de vous aider, et vous nous adressez souvent des patients en disant mais voilà, il a quelque chose, essayez de nous orienter. Donc ce rôle reste le cas, et maintenant avec un grand rôle qui existait déjà, qui est de savoir finalement quel examen mettre en route. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une idée déjà à la base ? Est-ce qu'on a un examen ciblé qui va pouvoir permettre de le réaliser ? Est-ce qu'on part sur telle ou telle analyse ? On a vu que ce n'était pas complètement clair. Le but reste toujours d'aller quand même à chaque fois au plus vite. Donc voilà, si jamais on a une conviction, par exemple, sur une anomalie chromosomique, plutôt aller sur l'analyse en CGHR en première intention. Il y avait la question des maladies métaboliques aussi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi quand même, alors même si ce séquençage haut débit est un examen absolument incroyable, qui va permettre de remplacer plein d'autres examens, mais il est encore pas, c'est pas un examen universel. Si on prend par exemple le syndrome d'Angelman, le syndrome de Willy-Prader, qui sont des pathologies qui sont souvent liées à une empreinte parentale, et ben on peut ne pas les dépister par ces technologies-là. Donc ça reste important de pouvoir quand même faire le tri de tout ça. Et puis après, on a une autre phase, donc la phase où on travaille beaucoup avec les biologistes, donc qui ont aussi le grand souhait d'avoir cette expertise clinique en amont, et je dirais même certains, et ce Frédéric en fait partie, hein, qui n'a pas envie, et il a raison, d'analyser une analyse d'exome ou de génome quand il n'a pas la clinique. C'est-à-dire qu'il va effectivement dire « moi je ne fais pas », il a raison. Et d'ailleurs, ça avait été prouvé hein, il y a quelques années par l'équipe de NIMEG, hein, qui a été très très en avant dans le séquençage haut débit. Hein. Ils avaient en fait ils comparaient un petit peu les résultats qu'ils avaient sur leurs patients, très bien phénotypés dans leur centre, versus d'autres patients qui recevaient, parce qu'ils étaient par un prestataire, en étant prestataire, on va dire, avec peu ou pas de clinique, et la probabilité de trouver quelque chose était bien plus élevée chez leurs patients. Alors pourquoi ça ? Donc, il y a une diapositive du coup ici à l'écran qui permet de voir qu'en fait, sur une personne qui est atteinte, on peut avoir, comme Frédéric l'a expliqué tout à l'heure, plusieurs variants.
Donc le laboratoire va venir en nous disant, ben voilà, moi j'ai potentiellement 3 variants d'intérêt. Le variant 1, par exemple, il va être de novo et il va être responsable de telle entité clinique ou telle entité clinique. Le variant 2, il est hérité d'un parent. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Il est responsable d'un autre tableau clinique. Et le variant 3, il est de novo et il est responsable encore d'un autre tableau clinique. Alors évidemment, les biologistes connaissent très bien aussi les pathologies, mais parfois il y a des pathologies qui peuvent être très chevauchantes et ils souhaitent cette interaction pour qu'on puisse les orienter avec les connaissances qu'on peut avoir sur quel est le variant le plus fréquent pour voir aussi comment poursuivre tout ça. Et puis l'autre point aussi pour terminer, c'est que une fois que donc, un variant va être retenu, on va avoir besoin de retourner aux patients pour donc c'est ce qu'on appelle le phénotypage reverse, pour voir si jamais on a des éléments cliniques à rechercher de façon cohérente dans le sens de l'hypothèse, faire d'autres examens complémentaires. Et puis il y a aussi tout le contact avec les parents, parce que comme ça a été dit par de grands généticiens, en particulier le professeur Bisseker qui a été qui a beaucoup mis en place les technologies de séquençage au débit aux États-Unis, qui disait que les patients sont avant tout intéressés par ce qu'on va leur expliquer sur la pathologie, donc tout un rôle là-dessus, et ils sont rarement intéressés par la nomenclature du variant. Donc ils veulent avoir la suite. Et avant de te laisser donner ta question d'après, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'on est en direct et donc ils n'hésitent pas eux aussi à poser leurs questions qu'on pourra traiter après les tiennes. Et donc les questions peuvent être posées via le chat pour toutes les choses qui seront potentiellement pas répondues dans tes échanges. Bon, je suis rassuré, Laurence, ça veut dire qu'il faut continuer à faire des observations pour les étudiants. Il faut continuer à interroger les patients, à les examiner et non pas aller directement du symptôme au diagnostic moléculaire. Ça me rassure beaucoup. Alors maintenant, Frédéric, quelle est l'efficacité de tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive réellement à augmenter notre pourcentage de diagnostics posés en fonction ou pas de la présence de symptômes? Est-ce que ces nouvelles technologies, en fonction de la présence ou pas d'une hypothèse, nous permettent aujourd'hui de revenir vers le patient en disant voilà, j'ai trouvé. Est-ce que maintenant on a des chiffres permettant d'appuyer l'intérêt de cette biologie moléculaire? Alors, oui, on a des chiffres et ils sont complètement en faveur de l'utilisation de ce séquençage haut débit. Ça a été déjà évoqué par Christelle, par Laurence, et puis de manière par toi aussi finalement. Déjà, premièrement, c'est qu'est-ce qu'on va trouver, la fourchette diagnostique, donc l'utilité. En fait, on ne dit pas c'est tel taux diagnostic, on dit on a une chance de trouver entre 30 et 60, voire même 70%. Alors pourquoi cette fourchette-là? Pourquoi est-ce que ce n'est pas tout le temps 70 ou tout le temps 30 si on est assez plutôt pessimiste? On va dire qu'on est optimiste et donc on est entre 30 et 70. Donc ça, en fait, ça tient à plusieurs raisons. Premièrement, ça a été vu, la limite des connaissances. Les connaissances continuent d'évoluer. Laurence vous l'a montré avec cette courbe qui était, je ne vais pas dire, augmentée de façon exponentielle. Donc ça faisait 266 nouvelles implications cliniques sur une année. Et donc ça, si on ne travaille pas le week-end, ça fait une nouvelle implication clinique par jour. Donc ça veut dire que moi, hier, potentiellement, il y avait un nouveau gène qui était sorti. Aujourd'hui, il y en a eu un. Demain, il y en aura un nouveau. Et donc, vous voyez que si je lis cet examen aujourd'hui, je peux le rendre négatif. Et demain, il pourrait être positif. Mais il pourrait être positif demain, dans une semaine, dans une année. Ça, je n'ai pas moyen de savoir quand ce nouveau gène sera impliqué alors que la donnée était là. Donc ça contribue au fait qu'on a un taux diagnostic parfois un petit peu bas, mais qui ne peut que croître. Ensuite, du coup, pourquoi cette fourchette diagnostique? Ça va dépendre de l'indication clinique. Effectivement, Laurence l'a rappelé, l'importance de la clinique. Quand j'ai une déficience intellectuelle, elle peut être modérée, elle peut être sévère, elle peut être associée à d'autres signes cliniques, de l'épilepsie, un trouble du spectre autistique, une autre malformation, etc., etc. Et plus on a, je dirais, d'associations cliniques, et plus la composante génétique est forte, et plus on a de chances de trouver. Effectivement, une déficience intellectuelle modérée, isolée, on aura statistiquement, malheureusement, moins de chances de trouver la cause génétique, c'est comme ça. Ensuite, effectivement, Christelle l'a dit, la présence des parents. Donc effectivement, c'est plus facile de trouver quand on a les deux parents, et ce qui va nous permettre de comparer les variations du cas index de l'individu atteint
à celle de ses deux parents, ce qui est transmis, ce qui est de novo, etc., etc. Et ça, on estime dans les études qu'il y a 2 fois plus de chances de trouver la cause quand on a les deux parents présents. Ça a été démontré récemment. Et donc, effectivement, si on met bout à bout ces différentes causes, on a par exemple une pathologie peu sévère, mais il y a les deux parents, et donc on va augmenter le taux diagnostique, tandis que si j'ai une pathologie peu sévère sans les deux parents, malheureusement, le taux de chance diagnostique sera plus faible. Et donc, c'est comme ça qu'on va avancer finalement dans cette fourchette diagnostique. Mais comme les connaissances évoluent, je dirais qu'on se dirige plus vers le 70 que finalement le 30. En tout cas, je l'espère. Alors j'admire ton enthousiasme. Oui, vous progressez, vous continuez à avoir des chiffres de plus en plus impressionnants. Néanmoins, de temps en temps, c'est négatif. De temps en temps, on ne trouve rien, alors qu'on est convaincu qu'il y a une origine génétique et que l'ensemble des antécédents et de l'histoire clinique du patient est en faveur de cette hypothèse, et pourtant, vous ne trouvez rien. Comment c'est possible et comment on peut faire évoluer les choses? Alors tout à fait, tu t'es pas laissé avoir. Effectivement, de dire 30 à 70% de positifs, ça veut aussi dire que l'inverse, il y a aussi du coup soit de 70 à 30% de négatifs, donc en fonction des cas. Donc ça, comment c'est possible? Tout simplement aussi par cette évolution des connaissances, et donc un exome, enfin une analyse, un exome, un génome, un panel qui va être négatif à un instant T, s'il est réanalysé plus tard, le nombre des gènes qui ont été connus a augmenté, et donc je le relis, et je fais « Ah mais tiens, ce gène, il est impliqué en pathologie humaine, avant il ne l'était pas, et donc je peux répondre cette fois de manière positive à cette première analyse qui initialement on avait mis en négatif, les connaissances ont évolué. » Et donc c'est une phrase classique qu'on met dans nos comptes rendus, c'est en l'état actuel des connaissances. Donc ça fait partie de nos comptes rendus de manière classique. Ensuite, il y a des connaissances et des techniques. Et donc, vous pouvez le voir sur la diapo, c'est un autre point qu'on met, c'est l'optimisation bioinformatique. En effet, comme tous, les connaissances évoluent, mais les connaissances aussi en informatique, elles évoluent. C'est-à-dire que ce qu'on appliquait comme logiciel, comme script informatique, finalement, comme un codage informatique, à un moment T, au moment d'après, il est différent. Il nous permet plus de choses, on a plus de possibilités. Et donc, si on a plus de possibilités, on détecte aussi plus de choses. Et potentiellement, quelque chose qu'on ne détectait pas avant, on va le détecter maintenant. Et donc, cet examen devient positif parce que la technique a évolué. Pas la connaissance, la technique. Et enfin, tout simplement parce que malheureusement, ce n'est pas des examens qui sont complètement exhaustifs. Et donc, on a beau, comme le disait Christelle, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, effectivement, ces examens, ils ont des limites intrinsèques, c'est-à-dire propres à l'examen. Le génome permet de voir beaucoup de choses, mais il ne permet pas de tout voir. Ce qu'on appelle des anomalies épigénétiques, alors excusez-moi le gros mot, mais ça ne sera pas vu par ce génome, et donc malheureusement, il faut penser à d'autres examens qui vont avoir une valeur ajoutée à ce génome, par exemple. Et donc ça, malheureusement, c'est de l'ordre du laboratoire de dire on estime que c'est négatif, en la limite, donc comme je vous l'ai dit, des connaissances et des techniques, on peut, pour avancer, pour résoudre cette impasse diagnostique, comme c'est dans les grandes thématiques d'Andirard, proposer tel ou tel autres examens s'ils sont disponibles. Alors, je vais compléter, si tu me le permets. En fait, on parlait de réanalyse et d'optimisation bioinformatique, et on parlait tout à l'heure de panels d'exomes et de génomes. Et donc, le côté réanalyse et optimisation bioinformatique connaît vraiment des limites avec le panel. Parce que, comme on le disait, le panel, c'est un nombre de gènes prédéterminé. Donc, finalement, quand on rend un résultat négatif, l'avancée des connaissances, elle se fait sur des nouveaux gènes qui ne sont pas sur le panel. Donc, finalement, le panel, l'amélioration du diagnostic par la réanalyse, ce n'est pas du tout sa force. C'est plus la force de l'exome, clairement, et encore plus du génome, évidemment. Et quand on parle d'optimisation bioinformatique, c'est surtout sur les données de génome qu'elles vont venir, l'optimisation informatique, parce que l'exome étant juste les parties codantes du génome, il y a 99% du génome qui ne sont pas couverts par l'exome, et toute l'optimisation bioinformatique qui est faite actuellement, elle est faite sur ces 99% de non-exoniques. Donc les deux grands points forts en fait, de lutte contre l'impasse diagnostique, qui sont la réanalyse et l'optimisation bioinformatique, elles sont surtout sur les données de génome. Elles sont beaucoup moindres sur les données d'exome et de panel. Mais alors, en pratique, vous gardez en réserve, en stock, tous les diagnostics non faits, toutes les situations où le diagnostic n'est pas fait, et c'est la bioinformatique qui réanalyse. Il n'y a pas besoin de refaire une réanalyse technologique, enfin de technique. Les bases, vous les connaissez. C'est simplement l'analyse bioinformatique qui doit être recontrôlée.
Alors, on garde tout, que ce soit positif ou négatif, parce qu'on n'est pas à l'abri de rares cas de double diagnostic, comme l'a dit effectivement Laurence. Parfois, il y a deux gènes, deux changements dans ce gène qui vont causer en fait des phénotypes chevauchants et qui vont expliquer en fait l'ensemble des signes cliniques du patient. Donc, on garde vraiment tout, que ce soit les positifs ou les négatifs. Et du coup, effectivement, par contre, on n'a pas de pipeline, enfin de circuit spécifiquement dédié à la réanalyse. Il faut qu'on contacte notre bioinformaticien, qu'on lui dise, effectivement, on veut réanalyser telle ou telle donnée, parce que ça fait un an que ça a été lu. On a envie de savoir, effectivement, avec l'évolution des connaissances, s'il s'est passé quelque chose. Et après, on a d'autres circuits qui sont un petit peu plus spécifiques, c'est-à-dire de veille continue de la bibliographie en disant « Ah tiens, il y a un nouveau gène qui est sorti, justement, un parmi les nombreux que Laurence pouvait évoquer. » Et donc, on se dit ça vaut le coup de réanalyser nos données. Et parfois, on a des très bonnes surprises de dire « Ah bah oui, on fait un nouveau diagnostic juste sur le papier qui est sorti il y a 2 jours. » Donc ça peut aller aussi vite que ça, parfois. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que pour passer au génome, la France a besoin de faire des investissements massifs en termes d'équipement. Parce que certes, vous avez le temps où vous allez faire la première analyse, où là, vous avez besoin d'un espace de stockage et d'analyse. Mais une fois que ce premier temps est passé, les données, il faut les stocker dans un endroit qui a aussi la puissance de refaire passer des pipelines informatiques pour réanalyser. La question qui va se poser maintenant, c'est combien de temps on va les conserver. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, elles vont sans doute être obsolètes par rapport aux outils bioinformatiques qu'on aura. Et donc, là, le Premier ministre a annoncé au mois de janvier la création d'un collecteur d'analyse et de données nationales qui a pour but de centraliser en fait, l'ensemble des données génomiques françaises pour pouvoir avoir accès justement à l'échelle nationale à ces outils nouveaux et de réanalyse dans le temps. Et avec quelle périodicité on va les réanalyser. Alors Laurence, tout ça est très très impressionnant. Et le métier de généticien clinicien finalement a considérablement évolué. Parmi les spécialités médicales, c'est probablement un des métiers qui a le plus évolué. Et pour toi, dans ta pratique quotidienne, qu'est-ce qui a le plus changé? Est-ce que c'est le contact avec les patients? Est-ce que c'est la démarche de dire malheureusement on n'a rien trouvé? C'était souvent le cas autrefois. Ou est-ce qu'aujourd'hui, votre démarche d'annonce diagnostique est devenue vraiment votre métier principal? Et comment en pratique vous l'organisez? Alors oui, c'est vrai, merci pour la question, parce que le métier change beaucoup, alors avec effectivement, comme tu le soulignais, beaucoup d'intérêt, parce que c'est vrai qu'on était trop souvent sur des résultats qui étaient négatifs, et souvent on n'avait pas beaucoup d'autres solutions que de dire aux gens que ça allait évoluer, et qu'on pouvait les revoir régulièrement, tous les 1 à 2 ans. Mais c'est vrai qu'on a eu comme ça des personnes qu'on a pu voir pendant des dizaines d'années avec des résultats négatifs. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Avec ces nouvelles technologies, parfois on peut aller beaucoup plus vite. Il y a même des situations où on va très vite, probablement on aura l'occasion d'en reparler après. Et c'est vrai que parfois, alors c'est forcément très très souvent très positif, puisqu'on va être dans des situations où on va pouvoir répondre à des personnes mais avant d'envisager par exemple une nouvelle grossesse. Certaines personnes peuvent parfois dire que ça a pu aller parfois trop vite pour des personnes, mais évidemment ça reste à la marge. Alors, ce qui a changé beaucoup, c'est le fait qu'on va annoncer de plus en plus des pathologies qu'on appelle ultra-rares, finalement. Alors, les pathologies ultra-rares, la fourchette est donnée sur une fréquence inférieure à 1 sur 50 000, alors qu'on est 1 sur 2000 pour les maladies rares. Donc, c'est effectivement des pathologies où il va y avoir très peu de personnes qui vont être concernées en France. Parfois, on va arriver sur tous les nouveaux gènes, sur des situations où on va avoir qu'une seule publication, par exemple, et on va avoir des renseignements extrêmement limités que l'on va pouvoir donner aux familles avec un manque de connaissances sur l'histoire naturelle, avec une impossibilité de pouvoir avoir de protocoles de suivi, des pathologies qui ne vont pas être connues des soignants. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile pour les familles qui nous relatent en disant voilà, j'ai vu notre praticien et il ne connaissait pas du tout. Alors c'est vrai que ça a toujours un peu existé pour les maladies rares, mais c'est vrai que les pathologies ultra rares augmentent ça, et c'est vrai que parfois on peut avoir des résultats que va nous rendre le laboratoire sur des pathologies qu'on ne connaîtra pas.
Alors, ce n'est pas une limite en soi, parce qu'on a toujours appris à fonctionner en cherchant l'information et même en se rapprochant éventuellement, si besoin, des équipes qui ont décrit pour avoir le plus d'informations possible. Mais malgré tout, on informe du coup les familles que ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Et c'est vrai que pour eux, ça peut être des fois hyper difficile d'apprendre que la pathologie va être connue chez 15 personnes dans le monde, par exemple. Alors, comment on réverse ça ? C'est en mettant les familles dans des dynamiques participatives, en fait. C'est-à-dire que, certes, on ne connaît pas beaucoup de choses, mais ils vont pouvoir être là pour faire évoluer les connaissances. Et c'est vrai, du coup, donner du sens aux résultats qu'on va pouvoir leur donner. Et c'est vrai qu'on a une adhérence souvent importante, même si c'est compliqué d'avoir ces résultats très rares. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être important pour eux de se dire qu'ils vont faire avancer les connaissances pour les autres personnes à l'avenir et puis pour eux-mêmes, bien sûr. Ça peut être très motivant. Alors, on a beaucoup discuté, on a montré des choses très techniques. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelques cas marquants, sur quelques exemples qui vont montrer au public l'intérêt et des résultats assez spectaculaires autour de ces nouvelles technologies ? Oui, on va peut-être te montrer des exemples de situations que tu connais. Alors, on va peut-être en faire... Christelle, tu m'aideras aussi là-dessus. Là, on projette à l'écran. Alors, c'est des situations qui ont été publiées avec accord des familles. On a du coup cette famille qui était donc 3 garçons dont tu te rappelles sûrement parce qu'on les a connus finalement plus jeunes quand ils étaient enfants. Et donc 3 garçons, 3 frères. Pas d'autres antécédents dans la famille, mais du coup, forcément, on suspectait de façon très notable une pathologie liée au chromosome X. Et depuis le départ, le syndrome de l'X fragile avait été suspecté parce qu'il pouvait être compatible avec la clinique de ces patients. Donc évidemment, ça a été le premier examen qui avait été réalisé à l'époque, même avant nous, on va dire. Et l'analyse a été restée négative et puis du coup, il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites à la suite, plein d'autres examens. À chaque fois qu'il y avait un nouveau gène lié à l'X et d'autres hypothèses, les analyses ont été réalisées. Et puis finalement, c'est l'arrivée des panels de gènes avant qu'on ait accès au séquençage d'exomes qui avait été réalisé en l'occurrence au laboratoire de Strasbourg, qui avait été très à la pointe de la mise en place de ces panels dans la déficience intellectuelle et qui avait pu démontrer qu'il y avait une délétion dans le gène du syndrome de l'X fragile, qui est un mécanisme qui n'est pas du tout fréquent, enfin qui est même extrêmement rare, et qui avait permis du coup de répondre à cette errance diagnostique extrêmement longue, et du coup qui a été aussi importante pour le conseil génétique de la famille, parce qu'on sait à quel point c'est important de diagnostiquer les syndromes de l'X fragile. Alors Christelle, je te laisse faire le deuxième peut-être. Donc le deuxième, en fait, c'est une famille qu'on connaît bien à Dijon depuis longtemps. Donc c'est cette jeune fille, en fait, qui a une forme de pathologie osseuse sévère, dont les parents avaient perdu un premier enfant de la même pathologie, et donc qui a bénéficié d'un séquençage d'exome et qui a trouvé une variation génétique dans un gène qui n'était pas encore connu en pathologie humaine. Si bien que les recherches de l'époque ont permis non seulement d'identifier un nouveau gène responsable de maladies ultra rares, mais en plus de faire le diagnostic dans la famille. Donc, vous voyez, c'est l'intérêt en fait de faire cette technique vraiment pangénomique, c'est-à-dire que on n'est pas seulement restreint à ce qui est connu. On peut aller au-delà, et donc ces données, elles servent aussi à la recherche. C'est tout l'intérêt. Et alors, c'est pas la recherche fondamentale, c'est la recherche translationnelle, c'est-à-dire que cette recherche, elle revient au patient et elle fait le diagnostic du patient. Évidemment, il y a eu une équipe de recherche qui a été intéressé à comprendre à quoi servait le gène et la protéine dont parlait Fred tout à l'heure. Et donc, ça a permis d'améliorer la connaissance aussi biologique. C'est toute la richesse de ces technologies. Un autre exemple ? Un autre exemple. Donc, ce petit garçon qui fait partie d'un article qu'on a publié récemment,
qui a présenté avec des signes très particuliers dont on ne faisait pas le diagnostic. Et le séquençage de l'exome a permis de mettre en évidence une variation dans un gène qui a permis de mettre en qui permet de porter le diagnostic de ce qu'on appelle le Coxsackie-Overgrowth syndrome, qui est une pathologie vraiment super rare, où on a vraiment même pas, enfin, un nombre de patients en France extrêmement restreint. Et donc, mutation dans le gène PDGFRB qui peut donner également d'autres signes cliniques. Et les mutations donnent une hyperactivation de ce gène. Donc, cette situation-là, on travaille beaucoup dessus actuellement parce qu'on a des inhibiteurs de ce gène, donc de la protéine qui s'appelle l'imatinib, qui peuvent être vraiment un vrai modèle thérapeutique pour les patients. Donc en l'occurrence, après cette phase diagnostique, on a monté un consortium international de traitement pour essayer effectivement ce médicament qui est très bien connu en hématologie, pour essayer de réduire les signes cliniques de ce patient. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'exemples de situations où on peut mener vraiment sur une thérapeutique spécifique ou des essais thérapeutiques, mais ça existe et probablement de plus en plus, et c'est quelque chose sur lequel on essaie de mettre une vraie grosse énergie. Alors le dernier exemple, en fait, c'est ce petit garçon qui avait un syndrome qu'on appelle le syndrome de Simpson-Golombi-Bemel, qui est un syndrome génétique particulier qui est lié à l'X. Donc c'est important d'en faire le diagnostic parce que les mamans peuvent être porteuses et donc il peut y avoir des récidives lors de nouvelles grossesses de garçons. Donc à l'époque, en fait, il avait bénéficié du séquençage ciblé du gène GPC3 qui est connu pour être responsable de ce syndrome, qui était revenu négatif. Après, on a fait le séquençage de l'exome en se disant peut-être qu'on n'est pas tout à fait sur le bon diagnostic, peut-être que c'est un diagnostic différentiel, c'est revenu négatif aussi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le séquençage de l'exome, c'est 1% seulement de notre génome. Donc là, on est allé encore plus loin. Donc ce petit garçon a bénéficié d'un séquençage de génome complet. Et on a eu la chance et le plaisir de cette fois-ci identifier la variation génétique, qui était en fait une variation génétique qui était en dehors des exons et qui était un remaniement, donc une petite anomalie de structure de notre génome qui impliquait le gène GPC3. Donc ça confirmait bien le syndrome qu'on avait suspecté cliniquement, donc l'intérêt de la clinique dont on parlait tout à l'heure. Et l'intérêt de ces nouvelles technologies qui finalement nous donnent des outils supplémentaires qu'on n'avait pas jusqu'alors pour faire du diagnostic. Et donc la maman s'est avérée porteuse avec un intérêt de conseil génétique pour les grossesses suivantes. Alors vous avez montré des exemples superbes, mais je trouve que vous êtes très positif dans la démarche, mais peut-être que vous ne nous dites pas tout. Et le pas tout, qu'est-ce que c'est ? On entend dire que la génétique permet de faire des diagnostics, mais permet aussi de repérer des choses auxquelles on ne s'attend pas, ou alors des choses qui n'ont aucun intérêt par rapport à la question posée. Et je pense que ça effraie le grand public et ça effraie un certain nombre de médecins qui ne sont peut-être pas au fait de la génétique. Qu'en pensez-vous de cette histoire de variants et de ces données incidentes qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'analyse des génomes de nos patients ? Alors, je ne sais pas si ça effraie vraiment le public. En tout cas, ça effraie les généticiens, ça c'est sûr. Mais le public, finalement, dans les études qui sont réalisées, il y en a eu un nombre d'études très important, souhaitent en fait avoir potentiellement l'accès à d'éventuelles données additionnelles qui pourraient être issues du séquençage haut débit. Alors c'est vrai que néanmoins ces réponses, c'est certainement sans forcément se rendre compte des impacts de ces pathologies qu'ils ne connaissent pas. D'où la crainte effectivement des généticiens qui a mené au fait que si le séquençage au débit a eu un déploiement assez lent au départ en France, parce que probablement pendant 5 ans, on a eu du mal à démarrer. Il y a eu beaucoup plus d'investissements effectivement sur les panels de gènes, en particulier par la crainte de ces fameuses données additionnelles. Donc par données additionnelles, qu'est-ce qu'on entend ? En fait, on en a 2 catégories. On a la catégorie qu'on appelle des données incidentes. Donc c'est des situations où on va tomber sur une variation que l'on ne cherchait pas. Donc ça va être par exemple, si on prend l'image qui est à l'écran, on va voir un petit garçon qui va venir pour un diagnostic d'une anomalie de développement avec déficience intellectuelle, par exemple. Il vient pour avoir un séquençage d'exome ou de génome pour répondre à cette question. Et on va tomber par hasard sur par exemple une prédisposition génétique à une pathologie cardiaque héréditaire.
Et donc la question va se poser de qu'est-ce qu'on doit faire de cette information. Donc il y a plusieurs situations qui sont actuellement discutées. Et tout ça, sûrement, sont des choses qui vont bouger au cours du temps. Donc la position de l'Agence de la biomédecine actuellement, et la position compris les laboratoires du coup de diagnostic, est que si jamais c'est quelque chose, une donnée incidente, où on tombe dessus sans la rechercher, elle peut être rendue au patient dans la mesure où il y a un bénéfice pour le patient et sa famille. Et donc, on a un terme qu'on appelle actionnable, quand on va pouvoir avoir des mesures de prévention ou de traitement qui peuvent être mises en place. Même pour la famille, pas simplement pour le patient lui-même. Alors, même pour la famille, même si effectivement là-dessus, ça reste des éléments du débat, des éléments très importants du débat. Il y a un autre concept qui sont les données secondaires. Donc les données secondaires, cette fois, on va faire la démarche de proposer au patient, quand il vient, d'avoir accès à une liste de gènes. Donc on se base souvent sur une liste qui a été mise en place par la société savante de génétique aux États-Unis, qui ont établi une liste de gènes actionnables, donc principalement des prédispositions génétiques au cancer et des prédispositions pathologiques cardiaques héréditaires. Et là, on a une démarche qui est très particulière parce qu'on va proposer aux patients qui ne venaient pas pour ça d'avoir accès à quelque chose d'autre sans forcément avoir toute la possibilité de leur expliquer les tenants et les aboutissants. Donc au final, là-dessus, l'Agence de la biomédecine, à l'heure actuelle, s'est positionnée sur le fait qu'on ne proposait pas aux patients cette recherche de données secondaires. Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, donc là où on a des analyses du coup de génome qui sont réalisées actuellement sur les plateformes Oragen et Sequoia, pour l'instant, il a été décidé qu'il n'y aurait pas du tout d'accès à ces données, ni secondaires, ni incidentes. Évidemment, on sait que tout ça, ça sera des choses qui vont potentiellement bouger. Il y a un grand encouragement d'études de recherche sur la question qui pourront, du coup, à l'avenir, voir à quel degré, quelles ont été les réactions des personnes qui ont été confrontées à cette possibilité. Est-ce qu'au final, qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Est-ce que ça a été important pour leurs soins? Est-ce que ça a été trop compliqué sur le plan psychologique? Et probablement, il n'y a qu'avec ça, dans une situation de coller, on va dire, à la population française et aux souhaits des Français, que l'on va pouvoir se positionner. Et puis peut-être si je peux compléter, actuellement il y a le grand champ de la révision des lois de bioéthique en France qui vont être pour cette année. Et donc ça fait partie des grands thèmes de la révision des lois de bioéthique. Et donc suite au vote de cette révision de loi de bioéthique, le plan va sans doute être obligé, le plan France Médecine Génomique va être obligé de revoir sa position actuelle. Mais elle attendait justement ces débats de la révision des lois de bioéthique. Donc au-delà de l'aspect scientifique, technologique absolument remarquable, il y a des dimensions éthiques et de sciences humaines qui sont extrêmement importantes. Et cette dimension sociétale, il faut absolument la prendre en compte et c'est tout l'objet de la loi de bioéthique, effectivement. Alors il y a un aspect qu'on n'a pas du tout abordé qui est le problème chronologique. Les patients, lorsqu'ils viennent vous voir, j'imagine qu'ils ont une certaine impatience à obtenir des résultats. Ils ont souvent un parcours avant relativement long. Et puis, il faut accéder au plateau, il faut accéder aux spécialistes. Est-ce que, Frédéric, tu peux nous donner quelques notions de chronologie, de délai? Et puis, est-ce qu'il y a des situations pour lesquelles on peut mettre en place un système d'urgence, voire d'ultra-urgence? Je vais parler du point de vue du laboratoire de Dijon, où on fait énormément d'exomes. Donc c'est ce que vous disiez, Christelle, c'est-à-dire l'analyse des 1% du génome, mais qui va concerner les parties codantes, donc les protéines. Donc finalement, sur notre expérience actuelle, on rend entre 3 et 6 mois. Alors effectivement, 3 et 6 mois, ça peut paraître long. Mais pour moi, en tant que biologiste, c'est extrêmement rapide pour ce type d'examen. Mais effectivement, quand je me mets à la place des familles... Pas pour les cliniciens. Pas pour les cliniciens. Ah bah tant mieux. Donc effectivement, ça peut paraître long quand on vient avec une question, quelqu'un qui va mal. On a envie que ça aille assez vite. Et ça, je l'entends tout à fait. Mais du coup, effectivement, dans nos standards actuels de diagnostic, c'est ces délais, et il y a malheureusement des délais qui sont incompressibles, qui sont effectivement le séquençage, justement, la mise en place des lettres dans leur ordre, ça nous prend 1 mois. Donc effectivement, je veux dire, on ne peut pas aller plus vite qu'1 mois pour ça, actuellement, dans ce critère qui n'est pas un critère accéléré, un circuit accéléré, mais un circuit normal. Donc effectivement,
à côté de ça, il y a des circuits accélérés. Et ces circuits accélérés, ils vont concerner les couples avec des grossesses, donc un enfant à naître, chez lequel les échographistes vont mettre en évidence un signe, un ou deux signes, ou plusieurs signes, avec suspicion d'anomalie génétique là-dessous. Et donc, effectivement, là, bien entendu, on voit que la contrainte n'est pas du tout la même. Parce que rendre en 3 à 6 mois, quand l'échographie l'a détecté déjà à 3 mois de grossesse, eh ben, on est peut-être déjà hors délai. Donc, effectivement, pour ces indications-là, il faut que ça aille plus vite. Et du coup, là, on va arriver à rendre, je dirais, en maximum 1 mois et demi pour les données d'exome. Pour les données de génome, ça va beaucoup plus vite. C'est même de l'ordre de 3 semaines. Donc, on est inférieur au mois. Mais ça encore, ça c'est pas quelque chose qui est appliqué dans le cadre du diagnostic, c'est un projet de recherche particulier qui est le génome en anténatal. Pardon, en postnatal rapide dans les soins intensifs et réanimation néonate. Pardon, c'est un petit projet différent. Et donc effectivement, comme vous le voyez sur la diapositive, appliquer ce génome en situation postnatale chez des enfants en réa soins intensifs, unité de soins intensifs pédiatriques, en fait, ça a un taux de diagnostic à peu près de 40%, donc c'est utile. Et en plus, vous voyez que dans cette étude, c'est comparé à des tests standards, et vous voyez que ces tests standards n'atteignent jamais l'autodiagnostic de ce génome en postnatal. Donc effectivement, ça a un intérêt parce que ça va plus vite et on a plus de taux de diagnostic. Donc effectivement, pour ces situations, que ce soit en postnatal, donc avec le génome, ou en prénatal avec l'exome, avec cette timeline, ce délai de la grossesse, on a des situations comparables, c'est-à-dire ça rend service aux familles et c'est fait dans un délai qui est compatible avec la question posée. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas appliquer ces délais très rapides de réponse au tournant ? Est-ce que c'est un problème d'argent ? Est-ce que c'est un problème de personnel ? Est-ce que c'est un problème technologique, informatique ? Alors, informatique, non. C'est la phase la plus robuste dans nos analyses. Donc, ce n'est pas du tout un problème informatique, en tout cas pour l'exome ni pour le génome, puisqu'en 48 heures, on reçoit la donnée brute et on a ce fameux fichier Excel de variation qui nous reste à interpréter. Donc, ce n'est vraiment pas là qui est, je dirais, le goulot d'étranglement. C'est vraiment sur les moyens humains qu'on va mettre. Et donc, bien entendu, dit moyens humains, dit coût qu'il va y avoir derrière. Effectivement, quand on a une analyse urgente, ça sort de notre circuit habituel. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, un biologiste, un clinicien qui va valider l'indication, un biologiste qui va confirmer qu'on attend bien ce résultat, un technicien qui va procéder à l'extraction, qui va faire l'envoi, etc., etc. Et donc, j'ai une situation urgente, donc c'est-à-dire que je mobilise déjà ces gens sur cette indication. Si j'ai une deuxième indication urgente qui se rajoute, mais il faut que je mobilise encore d'autres personnes, etc., etc. Et donc, au final, c'est possible, on le voit, mais si ça devait rentrer dans la norme, il faudrait réellement effectivement mettre les moyens humains derrière pour aboutir à ce délai de tous les jours, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Alors Fred, dans tes explications, tu nous as évoqué une situation qui, moi, me pose souci, qui est l'anténatal. Tu nous as dit qu'on pouvait faire des diagnostics rapides sur des situations cliniques échographiques, par exemple, mais l'échographie ne te donne pas des détails précis de ce qui peut se passer, donc une description de phénotype. Et donc, finalement, c'est la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Est-ce que ce n'est pas risqué de se lancer dans un diagnostic moléculaire anténatal sans avoir de précision sur ce qu'on recherche, finalement ? Alors, je ne pense pas que ce soit risqué, en tout cas, de le faire. Mais effectivement, la clinique est prépondérante. Laurence l'a évoqué déjà en postnatal. Effectivement, plus on a de signes cliniques, plus ça permet de trouver. Le clinicien est important. Ça l'est d'autant plus en anténatal, effectivement, où l'échographie va nous montrer des signes. Et puis des signes, c'est un fœtus qui est en train de se transformer, et donc forcément qui n'aura pas tous les signes d'une même forme adulte. Et donc, effectivement, le spectre clinique est totalement différent de ce que parfois on peut avoir l'habitude d'avoir. Et les formes cliniques sont souvent décrites en postnatal, chez des enfants nés, chez des adultes. Et donc, effectivement, la clinique qu'on a en anténatal peut parfois être complètement différente. Donc, la clinique est prépondérante. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans notre projet actuellement de recherche, c'est sur des indications cliniques très précises.
Donc il ne faut pas qu'il y ait un signe isolé, c'est-à-dire une clarté nuque augmentée isolée. Ça ne sera pas inclus dans ce projet-là. Effectivement, il faut qu'il y ait des signes, c'est au moins 2 signes cliniques finalement, si on peut résumer à ça, pour effectivement maximiser les causes génétiques qu'on pourrait avoir. Après, effectivement, on ne va rendre dans ces analyses-là que des variations dont nous sommes sûrs de la causalité. On ne va pas se risquer à dire cette variation-là, elle nous semble intéressante, mais finalement, on n'est pas sûr, parce que ça arrive, c'est une classe de variation dans les laboratoires qu'on peut rendre en postnatal. En prénatal, on est beaucoup plus prudent, notamment par l'inquiétude que ça peut générer. Le clinicien, il pourrait recevoir ça, mais il ne va pas savoir quoi en faire, et la famille, je dirais, encore moins. Et donc, effectivement, on est très prudent par rapport à ces variations qu'on appelle de signification inconnue en prénatal. Donc, on ne va rendre que des variations où nous sommes sûrs sur le compte-rendu. Mais si je peux compléter, en fait, on s'aperçoit quand même que le phénotypage échographique, il est quand même pas si mauvais. On a fait une étude en fait rétrospective où on avait fait de l'exome chez des fœtus polymalformés qui avaient bénéficié d'une autopsie, donc avec un phénotypage fin. Et donc on a repris la vingtaine de diagnostics positifs qui avaient été posés par l'exome après autopsie, et on a réanalysé ces données génétiques par des biologistes qui ne connaissaient pas le résultat, mais à partir des données échographiques des grossesses concernées, et on a retrouvé tous les diagnostics. Donc finalement, ce qui manque en fait, c'est le côté cognitif et sensoriel, mais le phénotypage échographique, il n'est pas si mauvais que ça. Donc la limite en fait de l'analyse pangénomique pendant la grossesse, elle est liée à la connaissance qu'on a du phénotype pendant la grossesse, mais pas au fait que ce soit un phénotype échographique. D'accord, c'est clair. Alors Christelle, il y a une dimension qui est très importante pour nos spectateurs, qui concerne cette fois le coût. Toi qui as une dimension nationale et dans le processus de décision, que penses-tu de l'appréciation qu'on peut avoir sur le fait que cette technologie coûte encore très cher, voire trop cher ? Alors, je dirais qu'il faut la contextualiser. C'est-à-dire que, alors, si on regarde le coût actuel de la partie purement séquençage, c'est-à-dire que finalement, on ne parle pas de l'extraction d'ADN, on ne parle pas de l'analyse biologique, mais que le séquençage de la puce par individu, actuellement, il est aux alentours de 1 000 € à peu près. Et il baisse de façon drastique depuis 2 à 3 ans. Donc il va continuer à baisser tout simplement parce que l'ouverture du marché international fait que la concurrence fait que ça va baisser. Si on n'a pas encore eu vraiment un coût complet en fait, de cet examen quand on part du prélèvement sanguin jusqu'au compte rendu. Mais si on met en comparaison par rapport à ce que coûte l'ensemble des examens qu'on fait à un enfant ou à un adulte pour faire son diagnostic, au nombre d'hospitalisations, de consultations, de biopsies pour certains, je pense par exemple aux biopsies de muscles pour les maladies neuromusculaires, quelquefois on fait aussi des imageries assez poussées. Finalement, si on prend le coût global, je dirais, d'un diagnostic, eh bien, on n'est plutôt pas si mal placé que ça. Et en plus, on peut être amené, quand on fait cette analyse de génome très rapidement dans l'arbre décisionnel, à éviter d'autres examens. On a vu ce que disait Fred à l'instant, sur cette étude postnatale, eh bien, on est déjà à 40% de diagnostic. Quand on le fait chez des enfants ou qui ont qui sont en réanimation, donc des enfants très malades, on est à 40% de diagnostic en 3 semaines. Ces enfants vont bénéficier d'une adaptation thérapeutique, auront peut-être moins d'hospitalisation parce qu'ils vont être traités de façon plus adaptée grâce à ce diagnostic. Donc finalement, il y a tout un côté aussi coût évité. On parle souvent de ce que ça coûte l'analyse, mais il y a tous les coûts évités, non seulement des autres examens pour faire le diagnostic, mais aussi des autres examens pour la prise en charge, parce qu'on va faire quelque chose de bien plus adapté. Et nos collègues américains, qui ont un peu plus de recul que nous, ont montré que le génome fait comme ça en première intention, en période postnatale, chez plus d'1 tiers des enfants, déjà, en 1 semaine, on a adapté leur thérapeutique et leur prise en charge. Donc les coûts évités sont énormes. Et donc il y a vraiment des études médico-économiques beaucoup plus larges qui sont nécessaires, ne se restreindre qu'au coût de l'examen est bien trop insuffisant dans la décision et dans le choix politique. Et puis avec un geste qui est très très peu invasif par rapport à tous les examens complémentaires qu'on peut réaliser, qui eux peuvent être extrêmement agressifs. Et quand on voit le coût d'une journée d'hospitalisation en réanimation, finalement, le coût d'un séquençage de génome, voilà. Quand on met les choses en perspective, c'est pas si cher que ça.
Alors vous avez répondu à un grand nombre des interrogations que je me posais jusque-là, mais j'imagine que le public présent a sûrement des questions ou des remarques à faire autour de ce débat. Laurence, est-ce que tu as des questions supplémentaires ? Oui, il y a des questions qui sont arrivées. Donc maintenant, je vais faire la présentatrice. Et puis, je pense que la plupart des questions vont être répondues par Christelle et Frédéric, puisqu'ils ont chacun la casquette clinique et biologique. Donc, je m'adresse à tous les deux parce que probablement vous voudrez faire des compléments à chaque fois. La première question qui est arrivée, c'est le pourcentage. Dans quel pourcentage on pourrait trouver des résultats de séquençage au débit dans les situations d'autisme avec ou sans déficience intellectuelle ? Alors, déjà, pour l'instant, avec déficience intellectuelle, le taux de diagnostic est beaucoup plus élevé. Lorsqu'on est avec la déficience intellectuelle, on est plutôt aux alentours de 30 à 40%, voire 50% s'il n'y a pas eu d'ACPA, donc si on n'a pas recherché les anomalies chromosomiques en amont. Quand on est sur l'autisme sans déficience intellectuelle, là c'est pour l'instant beaucoup plus faible, les taux diagnostiques. Pour quelle raison ? C'est que le substrat génétique de l'autisme sans déficience intellectuelle est encore assez mal connu, simplement parce que dans ce qu'on fait actuellement, je veux dire, en routine de diagnostic, on recherche des maladies rares, ce qu'on appelle monogéniques, c'est-à-dire qui n'ont qu'une seule cause génétique sous-jacente. Or, on sait que l'autisme sans déficience intellectuelle a un substrat multigénique et multifactoriel qui nécessite encore d'être beaucoup exploré en termes d'identification de causes pour pouvoir passer en diagnostic. Et pour ce faire, d'ailleurs, il y a une préindication qui a été, je dirais, déterminée cet été dans le cadre du plan France Médecine Génomique, qui a pour but justement de faire du séquençage de génome en quatuor, c'est-à-dire les parents et 2 enfants, pour pouvoir agréger les données génétiques dans une grande cohorte pour ensuite pouvoir développer des nouveaux outils bioinformatiques, on parlait de ça tout à l'heure, des nouveaux outils bioinformatiques pour faire des analyses de variations multigéniques et donc de formes, je dirais, à multicauses génétiques. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, le taux diagnostic de l'autisme sans déficience intellectuelle est plus faible qu'avec déficience intellectuelle, mais j'ai aucun doute que dans les années qui viennent, on va combler en fait ce déficit en termes de connaissances. Il y a des équipes, notamment à Pasteur, qui sont à fond dessus pour développer les outils adéquats. Merci Christelle. Il y a une autre question, alors qui est un domaine que vous connaissez super bien tous les deux, qui est le fait que avec les données générées en diagnostic, alors c'est la question posée surtout sur le séquençage du génome, est-ce que ça peut servir aussi à l'identification de nouveaux gènes qui seraient impliqués en des pathologies via des collaborations ? Alors, la réponse est oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on entend par nouveaux gènes ? Effectivement, c'est de nouvelles implications responsables de la pathologie du génome considéré. Donc, on a une stratégie, on est dans la maladie rare et effectivement, tu l'as dit, parfois, il y a moins de 10 patients qui sont connus pour cette pathologie en particulier. Et parfois, il y a un patient en France, mais l'autre patient, il est en Chine, le deuxième, il est aux États-Unis, le troisième, il est en Finlande, etc. Et donc, si on ne partage pas l'information de manière anonymisée, bien entendu, on partage juste la variation. J'ai une variation dans ce gène-là, on ne sait pas de qui on parle. Si je partage cette variation, c'est comme sur un site dédié. Nous, on avait appelé ça le mythique un petit peu de la génétique, mais on va dire, j'ai une variation dans ce gène-là, on met ça sur un forum, et puis il y a quelqu'un qui va dire bah oui, moi aussi j'ai une variation à peu près identique, et ce patient il a ça. Ah ben mon patient aussi, il a à peu près les mêmes signes. Et donc comme ça, on va monter finalement ce qu'on appelle une collaboration, un match. On va dire bah finalement, on est passé de 1 patient à 2 patients. Et puis peut-être qu'un autre clinicien va dire ah ben oui, moi aussi, j'ai, maintenant que vous le dites, un patient, il a le même type de variation que le vôtre, donc ça fait 3 patients. Et comme ça, en partageant l'information, on va réussir à impliquer le gène en pathologie humaine. Et donc, effectivement, on a cette stratégie, ce qu'on appelle de partage de gene match, quand, effectivement, on a une variation dans un gène qu'on ne connaît pas. Et c'est absolument essentiel dans notre discipline des maladies rares. Mais comment vous croisez tout ça ? Parce que vous ne pouvez pas être en direct en permanence. Tout ça est centralisé sur des bases de données qui sont ouvertes et disponibles pour tous les généticiens ? Alors, on ne voit pas mes cernes avec le masque, mais je ne dors pas beaucoup. Non, effectivement, en fait, c'est comme un Facebook. En fait, on a un grand serveur, on met une information, elle est là, et si à un moment, quelqu'un rentre la même information, paf, moi, je vais recevoir un mail en disant « Quelqu'un a rentré le même gène que vous ».
Est-ce que ça vous intéresse? Alors après, je peux ne pas écrire le mail, parce que finalement, je me dis, ça ne m'intéresse pas. Mais ça nous intéresse toujours, donc on écrit tout le temps des mails. Mais effectivement, on ne peut pas être 24 heures sur 24, mais ça peut aller très vite. Et c'est surtout quand les Américains se réveillent... ça bouge. Voilà, c'est ça. Donc il y a en plus ce délai, mais ça marche souvent comme ça. Des fois, dans les 10 minutes, on a une réponse parce qu'on a mis l'information et paf, on a 3, 4, 5 mails. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, on est contacté activement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller regarder en permanence s'il y a quelque chose qui bouge. Donc quand on rentre une information sur un gène, ça va l'envoyer à tous ceux qui ont déjà rentré une information sur ce gène et pas aux autres. Donc en fait, ça reste une communication qui est exclue, et c'est pour ça que ça a été bien pensé, qui a été limitée entre les personnes qui ont un même match, on va dire, et qui peut après, par contre, être évolutive avec le temps, si jamais quelqu'un d'autre met une nouvelle information. Mais c'est vrai que pour une équipe de notre taille, on a probablement par jour plusieurs dizaines maintenant de mails en lien avec ça, avec l'accumulation des données qui ont été mises en place avec le temps. D'autant plus qu'on peut aussi s'en servir pour des pathologies dont le gène est quand même déjà connu, mais des pathologies ultra rares pour lesquelles on souhaite faire de nouvelles collaborations pour mieux décrire la pathologie. Donc ce n'est pas que réservé aux nouveaux gènes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Il y a les consortiums, par exemple, comme GenDx aux États-Unis. En fait, ils ont des chefs de projet à tenir pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils reçoivent tellement de matchs, il y a tellement de réponses à faire qu'ils ont des chefs de projet qui suivent les matchs et qui rebasculent vers les cliniciens pour que les cliniciens répondent. Et donc, c'est un véritable enjeu pour la France. Et pas plus tard qu'hier où j'étais en visioconférence pour la France, on doit réfléchir à une stratégie pour les nouveaux laboratoires de séquençage de génome. Comment on va mettre en place cette stratégie de partage de données pour qu'elle soit tenable dans le temps. Alors au début, parce qu'on voit bien que c'est exponentiel, au début ça peut être un peu comme ça, à petite cuisine, mais il va falloir vraiment qu'on ait une véritable stratégie nationale pour que ça soit efficace et puis que ça donne aussi une visibilité à notre plan. Donc merci Christelle d'avoir souligné, effectivement, c'était une de mes remarques sur le personnel dédié à ça, parce qu'effectivement, on reçoit beaucoup de mails, et répondre à tous, puis faire le lien avec c'est tel patient, etc., ça prend énormément de temps, qui se rajoute finalement à l'activité classique de routine. Donc effectivement, là encore, ça fait partie des moyens auxquels il faut réfléchir. Alors après, on a une question à laquelle on a répondu au moins partiellement tout à l'heure, qui était sur... quand on a des informations du coup sur un résultat qui n'explique pas les symptômes et qui peut avoir une incidence sur la vie du patient, comme par exemple une mutation BRCA, qu'est-ce qu'on en fait? Alors je ne sais pas si... Alors, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Alors on peut peut-être faire c'est-à-dire que qu'en fait le laboratoire et qu'en fait le clinicien après? BRCA, à ma connaissance, c'est sur cette fameuse liste dont tu parlais, Laurence, cette fameuse liste américaine avec une actionnabilité, c'est-à-dire un caractère où on va pouvoir agir sur en fait finalement le conseil et ou le traitement qu'il peut y avoir à ça. Donc effectivement, à partir du moment où le laboratoire la voit, parce que je rappelle que c'est une donnée incidente, donc il faut quand même la voir pour pouvoir la rendre. À ce moment-là, nous, il n'y a aucun doute à avoir. Elle figurera sur un compte-rendu. Alors un compte-rendu qui est dédié à ce type de données-là, qu'on appelle les données incidentes, mais ce sera rendu au clinicien. En sachant que vous vérifiez toujours avant, parce que je sais que vous le faites très sérieusement, si le patient avait bien souhaité avoir cette information. Tout à fait, effectivement. Je veux dire, il faut que, ça bien entendu, même pour tout examen, que le patient y ait consenti, parce qu'effectivement, des fois, ça peut être un non. Donc, alors, nous, on regarde et puis on se rend compte après qu'il ne voulait pas. Donc, finalement, on se dit qu'on a perdu notre analyse, mais pas du tout. Effectivement, on la rend que si, bien sûr, il le souhaite. Et donc, bien, là, ça fait partie donc, du rendu qui sera fait au patient. Et donc, le patient, alors, quand c'est par exemple dans le cas d'une consultation de maladie rare, puisque bien, le patient va être adressé en consultation d'oncogénétique pour qu'on puisse lui expliquer l'implication que ça a pour lui en termes d'oncogénétique et puis de suivi, et puis aussi en termes de dépistage familial, parce que derrière, il y aura tout le dépistage familial à organiser et à mettre en place. Donc, vous voyez, il y a une chaîne en fait derrière qui se met en place pour à la fois qui bénéficie de l'information adaptée, du suivi adapté et aussi de la prise en charge de sa famille.
Alors, il y a une autre question intéressante qui vient d'arriver, qui est en pratique, comment est-ce qu'on explique toutes ces informations aux patients, notamment ceux qui souhaitent bénéficier d'une analyse génomique? Alors, en pratique, c'est clairement une consultation dédiée qui prend du temps et qui nécessite d'avoir des connaissances. Ce qui veut dire que, je dirais, qui n'a pas la meilleure position qu'un généticien clinicien pour expliquer la génétique. Et donc, dans ces analyses qui deviennent de plus en plus complexes, comme on a pu le voir, qui, en termes d'explication même biologique, pour expliquer la différence entre une mutation ponctuelle ou un remaniement, parce que quand on rend un résultat, on doit ça au patient, on doit quand même lui expliquer ce qu'on a trouvé et l'implication en termes de diagnostic. Eh bien, le généticien reste quand même l'interlocuteur privilégié, même si on a des collègues spécialistes qui connaissent bien la génétique, mais on voit que sur ces analyses complexes, les généticiens restent quand même, sans aucun doute, les spécialistes les plus adaptés pour donner ces explications-là et surtout rendre le résultat. Parce que c'est tout l'enjeu derrière, c'est que d'arriver à bien expliquer les résultats et les implications que ça donne. Alors, arrive maintenant dans le périmètre de l'ensemble de nos collègues et de nous-mêmes, ce qu'on appelle les assistants de prescription, qui peuvent aider à ça. Et certains d'entre eux sont des conseillers en génétique, et donc c'est des aides au quotidien qui seront précieuses pour ceux qui seront conseillers en génétique. Mais je ne peux qu'encourager l'ensemble des spécialistes à travailler main dans la main avec les généticiens lorsqu'ils souhaitent prescrire ce type d'analyse. Alors justement, il y a une question qui vient d'arriver, qui est: quel est le rôle des conseillers en génétique dans l'accompagnement du patient ? Alors, il est de plus en plus important et de plus en plus prégnant. Et je pense que ça va être une ressource dont on va manquer en France rapidement. D'autant qu'il y a des nouveaux postes là qui vont encore être ouverts pour les assistants de prescription. Ils sont d'autant plus importants parce qu'ils connaissent parfaitement l'explication qui sont liées à un test génétique qui est chronophage et dont on n'a pas forcément le temps sur notre temps médical, puisque le temps médical aussi devient de plus en plus précieux et les journées ne faisant que 7 jours et les journées 24 heures, voilà. Et donc, de la même façon, dans les équipes, leur place va être de plus en plus importante pour expliquer les tenants et les aboutissants du test génétique. Et on parlait justement du consentement, c'est-à-dire que maintenant, quand on va faire signer un consentement pour une étude génomique, on explique le test génétique pour le diagnostic, mais il faut prendre le temps aussi d'expliquer ce que c'est qu'une donnée incidente pour que le patient décide ou non de recevoir ce résultat. Et donc ce temps-là, c'est vraiment la place du conseiller en génétique, puisque lui, il connaît très bien tous les tenants et les aboutissants pour expliquer cela. Et en plus, après, quand il va falloir rendre le résultat, on peut se retrouver sur des données incidentes qui n'ont rien à voir par rapport à votre expertise médicale. On parlait tout à l'heure de BRCA. Eh bien, quand vous êtes un neurogénéticien ou un cardiologue et que vous prescrivez un test de génome, eh bien, je serais bien curieux de savoir quelle est votre connaissance de l'implication d'un résultat de BRCA positif. Eh bien, le conseiller en génétique, lui, il sait ce que ça implique. Et donc, lui, il a toute sa place pour expliquer en fait ce résultat au patient dans son domaine de compétences et ce que ça va impliquer derrière, et puis le partenariat avec l'oncogénéticien. Alors, on a une autre question qui est arrivée sur à quel rythme, en fait, il fallait proposer des consultations de génétique, par exemple, dans la déficience intellectuelle. Est-ce qu'il était utile, au vu des progrès, de redemander une consultation à distance si jamais les analyses étaient négatives ? Alors, tout dépend du bilan qui a déjà été fait. C'est-à-dire que si vous n'avez jusqu'à présent jamais eu de séquençage au débit, que ce soit panel, exome ou génome, alors oui, je vous encourage fortement à prendre rapidement rendez-vous auprès du neuropédiatre ou du généticien. Si vous avez bénéficié d'un séquençage d'exome, par exemple, eh bien, vous avez déjà une analyse qui est bien complète. Ça n'empêche qu'on peut continuer par le génome, mais le taux de diagnostic va être plus faible. Et puis, une fois que vous avez bénéficié d'analyse de génome, la question qui va se poser, c'est quand est-ce qu'on réanalyse les données ?
Alors, on a fait des études par rapport à l'exome. On sait que c'est beaucoup de travail de réanalyser les données, même si on sait qu'au bout d'un an de réanalyse d'exome, on est à peu près à 7% de nouveaux diagnostics, donc patients négatifs qui deviennent positifs. On estime que 18 mois à 2 ans, c'est plus raisonnable. Et donc là, pour le génome, c'est à peu près ce qui va aussi être recommandé, c'est-à-dire que on va proposer aux patients à qui on rend un résultat négatif de reprendre contact pour réanalyser les données au bout de 18 mois à 2 ans. Dans l'intervalle, on a quand même, comme le disait Fred tout à l'heure, d'autres technologies que le génome qui permettent d'aller plus loin. Donc, ce n'est pas forcément, je dirais, un arrêt en fait, de votre quête de diagnostic quand on rend un génome négatif. On a d'autres technologies qu'on appelle de 3e génération. Et notamment aussi, on fait l'étude de l'ARN messager, donc du messager exprimé à partir de votre ADN pour compléter le bilan. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais par contre, quand même, quand on a un résultat négatif pour la même technologie, on dit en général que maintenant, c'est 18 mois à 2 ans avant de réanalyser les données. Alors Frédéric, avant de bientôt clore ce débat, est-ce qu'il te reste des questions brûlantes ? Elle n'est pas forcément brûlante, mais je suis sûr qu'un certain nombre d'auditeurs se la posent. On voit ici ou là passer des publicités sur la possibilité de se faire pratiquer un génome grâce à un petit prélèvement salivaire qui permettra de dire d'où on vient et où on va. Qu'en pensez-vous et quel est l'intérêt de ce type d'enquête, de ce type de démarche par rapport à ce que vous utilisez comme technologie et quel l'écart de résultats il peut y avoir ? Alors oui, effectivement, je pense que tu fais réflexion au terme qu'on peut entendre parfois de récréatif, de génétique récréative. Effectivement, il y a des sites qui proposent par un petit prélèvement salivaire. Parfois, ça s'offre à Noël. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Il y a des pubs pendant certaines soldes où on peut avoir ce type d'analyse en fait à très bas prix. Donc ça rejoint ce que disait Laurence. Ça coûte pas si cher en fait. Par contre, et ça je vais insister dessus, ça reste illégal en France de faire ce type d'analyse hors prescription médicale. Donc effectivement, j'insiste, ça reste illégal. Cependant, ce n'est pas puni par la loi parce qu'il y a une tolérance qui s'applique, mais il y a quand même, alors je ne sais plus si c'est je pense que c'est une amende, mais elle n'est pas appliquée. Donc c'est illégal, mais toléré. Par contre, au niveau des résultats, effectivement, alors nous, je connais au laboratoire notre processus informatique, donc je sais ce qu'on obtient comme résultat. Au niveau de ces grandes boîtes, c'est des grandes sociétés qui font ça, on a très peu d'accès à ce qu'ils font. On dit que c'est un petit peu une boîte noire, et donc en fait, on a des résultats qui vont finalement des choses qui ont peu d'utilité. Moi, je me souviens, il y avait une patiente, mais c'était il y a longtemps, il y avait quelque chose sur le bêta-carotène et il fallait manger des carottes. Donc bon, est-ce que c'est une information pertinente? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, je n'ai pas du tout le retour que peuvent avoir nos cliniciennes sur effectivement des patientes qui peuvent faire ça ou des patients qui peuvent faire ça et chez lesquels peut-être il va y avoir quelque chose et ce qui leur est rendu, et effectivement, comme le disait Christelle, comment ça leur est expliqué, parce que j'ai peut-être pas quelqu'un dans une boîte néerlandaise qui va me répondre en me disant oui, je veux avoir des précisions, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, je vais plutôt leur passer la parole. Alors, c'est clairement complètement récréatif et ça n'a rien à voir avec la médecine. Donc il ne faut pas faire ce test dans l'espoir d'en attendre quelque chose en termes de diagnostic ou de retombée médicale. Si vous voulez savoir que vous avez 30% d'antécédents vikings ou bien 20% d'allèles du Moyen-Orient, oui, ça pourra éventuellement répondre à cette question. Mais trouver le diagnostic de votre maladie, non, sûrement pas. Pour ça, il y a un plan français et maintenant il faut aller en consultation dans un centre de référence ou un centre de compétences maladies rares. Donc ça n'est absolument pas médical et c'est à peine scientifique. Ah oui, à peine scientifique. Alors on a une petite vidéo là qui a été réalisée avec d'autres collaborateurs qui sera intéressant de voir, là, qui devrait sortir dans les jours qui viennent, qui relate l'observation d'un jeune adulte qui a fait son test et qui a eu un résultat erroné de mutation APC, donc responsable de polypose adénomateuse familiale, et de mutation TP53, les deux, responsables d'un syndrome de Li-Fraumeni qui allait bien, qui n'avait pas l'antécédent familial. Et ça a été après prouvé par l'Institut Curie, où il a consulté, qu'il s'agissait de faux positifs. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des limites, effectivement, là-dessus.
Bon, et ben merci à tous. Je crois que c'est le moment de clore notre premier Handifocus. Vous signalez qu'il va y avoir d'autres de la suite à ça. Il y a un programme. Donc là, si vous voyez la diapositive qui affiche la carte de France, qui va montrer donc le cycle qu'il va y avoir. En fait, chaque région va s'occuper d'une thématique. Donc on va avoir du coup une session qui sera sur la dysmorphologie, une autre qui va être sur des pathologies génétiques fréquentes, une autre sur le dépistage néonatal, une autre sur les aspects médico-sociaux des maladies de développement et un autre focus sur les anomalies de membres. Donc vous serez évidemment informés par les mêmes canaux des dates des prochains Handifocus. On espère que vous nous suivrez si ça vous a plu. Et puis, il est temps également pour nous de remercier l'équipe technique. Donc, on est accueillis ici dans les locaux de Web TV d'AgroSup à Dijon. Un grand merci également à Laurent Demougeot, notre chef de projet de la filière qui a œuvré pour tous les aspects techniques. Et puis, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, merci à Frédéric d'avoir posé ces questions pour animer ce webinaire. Merci à tous et au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.